Hey, bonjour à tous, et à toutes. Bienvenue à l'épisode 52 des Bonhommes de lutte. Je suis Cy Young, votre bonhomme de lutte, et cette semaine, pendant que Tifo est en train de chier dans ses culottes devant la Tower of Terror à Disney, je suis accompagné d'un bonhomme invité, Dave the Giant Ferguson. Hey, salut bien, salut. Merci beaucoup pour Comment ça va? l'invitation. Hey, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps, je t'avoue, ça fait un bout là, que ça me chicote dans la tête. T'sais, on essaie d'avoir des collaborateurs un peu puis ou des invités. T'sais, juste jaser, c'est bien le fun jaser Tifo puis moi, mais d'avoir une autre perspective, des fois, on commence à trop se connaître, lui puis moi. Fait que d'avoir d'autres points de vue, c'est quand même intéressant. Fait que je sais que t'es un amateur de lutte, évidemment, c'est pour ça que t'es là aujourd'hui, mais j'étais curieux de t'entendre justement puis d'échanger un peu plus avec toi. Fait que bien content que tu sois là. Mon petit guest, ben petit. J'ai dit Dave the Giant. Ben, écoute, t'as le droit, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Parce que tu mesures combien déjà? Ben, écoute, ça dépend, là. T'sais, si j'ai mes bottes ou pas, mais en moyenne, 6'6", 6'7", là. Ben, c'est ça. Parce que on s'est vu une fois. T'sais, on suit sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'on s'est vu une seule fois. Ouais, c'était au Stade Canac. C'était mon premier show de la NSPW que j'étais allé voir. Petit d'après pandémie, on s'est juste comme dit, let's go, on s'en fait un tour là-bas. Puis, mais honnête avec toi, je pense que ça a lancé comme une tendance avec ma blonde, mes amis. On en a vu comme 7 ou 8 shows de la NSPW, de lutte au Québec depuis ce temps-là. Fait que non, c'était le fun de voir ça. Puis écoute, on avait eu bien du fun dans le tailgate juste avant le spectacle. Dans le tailgate, exactement. C'était hallucinant. Bref, ça valait la peine. On avait notre section aussi dans les estrades parce qu'on avait une petite section c'est juste de la lutte, on avait nos pancartes, puis en tout cas, on était dur à manquer. Tu voyais les lutteurs, ils étaient dans les rings, ils nous pointaient du doigt. On avait eu du fun cette journée-là, c'était vraiment trippant. Fait que, hey, mais là, tu sais, question que les gens te connaissent un peu, tu sais, toi, de la lutte, tu consacres combien d'heures en moyenne par semaine écoute, de la lutte, je te dirais, j'écoute principalement Raw, Dynamite. C'est pas mal ça que je m'installe pour écouter dans la semaine. Le reste, je vais suivre les recaps, je vais suivre peut-être plus ces gros moments comme, exemple, l'autre semaine, Stéphanie Vaquer à NXT, son double combat. Je voulais pas manquer ça. Fait que je vais vraiment par-ci par-là. Les pay-per-views, j'en manque pas. C'est pratiquement religion chez nous. Mes amis débarquent à la maison. Les chambres d'amis sont bookées pour ces shows-là. C'est vraiment comme une tradition. Le barbecue est parti. C'est vraiment comme les gros happenings qui se passent c'est pratiquement tous les mois. Fait qu'on a comme un get-together pratiquement mensuel qui se lance comme ça. Pour donner une idée, le WrestleMania, j'ai 2 de mes chums qui s'en viennent en fin de semaine prochaine. On part ça le vendredi avec le Hall of Fame. On file ça jusqu'à lundi matin. On planifie des lunchs, tout. Bref, la lutte, ça va là. Puis, je te dirais, la lutte, moi, j'ai été un bon bout de temps que j'ai pas écouté. J'ai écouté ça dans mon adolescence jusqu'à mes 16-17 ans. Ça concorde à peu près 2006-2007. J'ai arrêté à peu près environ à ce bout-là. Puis, j'ai recommencé. Je peux pas te dire exactement ça fait combien d'années, mais je sais que Ronda Rousey avait gagné Rumble. Ou du moins, c'était pointé Rumble. Puis je te raconte l'histoire parce que je trouve c'est une belle façon de rentrer dans la lutte. Il y a un de mes amis, Martin, que je salue d'ailleurs, qui m'a re-rentré dans la lutte. J'ai dit, hey, j'ai le goût d'écouter des combats, j'ai le goût de voir qu'est-ce que c'est, où c'est rendu aujourd'hui. Puis il m'a installé, j'en reparlerai tantôt parce que tu vas probablement m'en reparler de savoir des combats que j'ai aimés ou pas, mais il m'a installé devant Gargano contre Cien Almas. Il a dit, Dave, ça, c'est la lutte moderne. Ce combat-là, si j'en ai un à te faire écouter, c'est celui-là. On s'installe. 45 minutes plus tard, je t'ai vendu. J'écoutais ça tous les semaines. Ah, OK. Ah, c'est nice. mais c'est drôle que tu dises ça parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes, on a comme une petite passe de même. On suit ça jusqu'à l'adolescence, 16-17 ans. À un moment donné, il y a le cégep qui est rempli d'université pour d'autres. Puis on dirait qu'il y a comme un vide au niveau de la lutte. Puis on retombe dedans un peu plus tard. Ben oui, tu sais, je pense à ça, j'ai manqué Brian Danielson ou Daniel Bryan, j'ai manqué complètement ça. The Shield, j'ai pas connu ça. J'ai pas connu. Ouais, il y a plein de choses que j'ai pas connues pendant que ça se passait, que je suis revenu visiter par après. Puis je trouve ça tellement magique, mais en même temps, on me dit que c'est peut-être une bonne affaire, j'ai sauté quelques années. Ben, peu importe l'époque de la lutte que tu écoutes, il y a tout le temps des moments qui sont moins bons, on peut le dire. Là. 100%. Mais, tu sais, faut le dire, comparé à ce qu'on a aujourd'hui, on est dans l'âge d'or présentement, je pense. C'est un golden age qui se relance. Fait que c'est encore plus le fun de l'écouter présentement. Là. Fait que là, tu dis que tu écoutes les pay-per-view de façon religieuse quand même. Autant All Elite que WWE? Ouais, je te dirais, je suis pas mal dans les deux présentement. Là. J'écoute un peu moins la TNA, je garde un œil dessus.
mais pas plus que ça. Tu sais, des fois, on se paye un trip en début d'année d'écouter New Japan, mais disons que le cadre horaire vient jouer beaucoup là-dedans. Là. Un petit peu. De toute façon, il y a tellement de luttes de disponibles. À un moment donné, on peut pas tout écouter, on est obligé de faire des choix. Fait que ça me permet de dire qu'on a fait un choix en fin de semaine qui était d'écouter le dernier pay-per-view de All Elite, Dynasty. Fait qu'après le thème, on va arriver avec nos coups de cœur et nos coups dans la poche. J'aime ça, réveiller trop tôt. Hein. C'est parfait, ça. Ouais, parce que pour ceux qui ne le savent pas, t'es un morning man à Radio Gaspésie, on peut le dire. Fait que Morning Man, je sais pas à quelle heure que tu te lèves, mais c'est sûr que c'est beaucoup trop tôt pour moi. C'est beaucoup trop tôt pour toi. Fait que, oui, on va revenir sur Dynamite qui a eu lieu dimanche dernier. Grosse carte de 10 combats. Je parle même pas du Zero Hour où est-ce qu'il y en a eu 4-5 aussi. Fait que nos coups de cœur, coups dans la poche. Dave, t'es mon invité. Fait que je te laisse commencer avec... Moi, je pense qu'on va y aller avec les coups de cœur. Okay. Parce que j'ai le feeling que si on y va en ordre chronologique un peu, j'ai l'impression qu'on va finir avec un coup dans la poche. Ouais, je pense que oui. Écoute, on s'est même écrit pendant le gala, on se disait, je pense qu'on va en avoir long à dire ce dernier combat-là. Exact. Moi, mon premier coup de cœur, ça a été, c'est vraiment un petit rien, puis c'est souvent les petits riens qui font les galas pour moi. La claque sur le coco à Ricochet. Oui. Ça rit encore aujourd'hui. Puis à Dynamite, ils ont fait un rappel là-dessus. Il a mangé une triple claque sur le coco. Je pense que tu peux pas passer à côté de ces petits détails-là dans la lutte. Puis je pense que c'est ça qui rend le match encore meilleur, qui rend le moment encore meilleur, qui rend ce que tu peux écouter, exemple, le TikTok, le Facebook, le petit reel qui va passer. Ça a été, je pense, je veux pas dire un gros highlight en termes de lutte parce que, mais c'était le entertainment, il était là avec ça. 100%. Puis, tu sais, ça faisait partie de mes coups de cœur, moi aussi. Là. Ce combat-là, c'est sûr que j'ai des bémols. T'sais. Combat un peu trop long, combat où est-ce que j'ai l'impression qu'on a tellement voulu raconter d'histoire avec ça, qu'on a voulu faire plein de spots, puis qu'à un moment donné, ben, on s'y perd un peu parce que c'est long, puis on perd un peu l'intérêt. Mais quand tu le regardes autrement, les spots qu'il y avait dans le combat, il y en avait des beaux. Tu parles les deux claques à la tête sur le coco à Ricochet, lui rappeler qu'il est chauve. Ah, puis la foule adore y rappeler, faut le dire. Elle embarque, oui, elle embarque, elle aime ça. Fait que, non, pour moi, ça a été... je suis d'accord avec toi. C'est un des coups de cœur que j'ai eu aussi dans cette soirée-là. Écoute, ben, je te laisse en... Veux-tu en faire vas-y. Okay, moi, je viens d'en dire un. Je vais aller pour le match d'ouverture. Je pense que le premier match qu'il y a eu sur la carte, je m'attendais à rien. La foule s'attendait à absolument rien. Ça a été, je pense, un des combats qui m'a le plus surpris. Kevin Knight, il est arrivé là, quoique connu un peu au Japon. La foule de AEW ne savait pas c'était qui. J'ai fait de la joke à mes amis qui étaient à côté de moi. Quand il est rentré, j'ai dit « And the crowd goes mild ». La foule c'est juste éteint. Bon, qu'est-ce qui se passe? Puis là, plus ça allait dans le combat, là, tout d'un coup, ça commence à applaudir, ça commence à cheerer, ça commence à embarquer. Puis là, il a gagné sa foule tout le long du combat. Il l'a attrapé, il l'a traîné avec lui jusqu'à la fin. Ospreay, qui est un maître là-dedans, là, qui a juste... Tu peux pas faire un mauvais match avec Ospreay, j'ai l'impression. Là. C'est difficile. Fait que, non, honnêtement, il m'a vraiment surpris, Kevin Knight. On le surnomme de Jet, puis... Je pense que c'est avec raison. Ça va être un gars que je vais garder à l'œil parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Mais tu sais, c'est quand même un gars qui vient des ligues du Japon, qui a fait sa marque là-bas, là, qui débarque à AEW. Je me demandais un peu comme vous autres dans la semaine passée, vous disiez, pourquoi ce match-là? Ben, après l'avoir regardé, je me dis, pourquoi pas ce match-là? C'est ça que j'aime des AEW. Oui, je suis d'accord avec toi. Pourquoi pas ce match-là? Est-ce que je l'aurais mis sur le pay-per-view? Non. Mais je comprends ton point, ça a été un bon opener, le combat, il a livré, on s'entend, là, comme tu dis, la foule, elle a embarqué graduellement dans le combat, puis ça reste que c'est un... Pour moi, il faut qu'il y ait des storylines un peu, là, pour que je me sente investi dans un combat. Absolument. Là, il n'y en avait pas parce que c'était le tournoi. On ne peut pas demander d'avoir une storyline dans la première ronde d'un tournoi, on s'entend, mais oui, le combat, il était excellent. Là. Ça flippait de partout, c'est sûr et certain. Le counter du Style Slash en Hurricane Rana, j'ai jamais vu ça. Je pensais pas que c'était possible, puis
on l'a vu. Là. Fait que des Oui. petits détails comme ça, honnêtement, je veux revoir ce gars-là en action, puis je veux le revoir, tu sais. On pensait à des matchs qu'il pourrait avoir par après. Là, juste à penser, dans AEW, j'en ai 15 qui m'arrivent en tête. Là, juste à avoir des gens qui je veux voir affronter Kevin Knight. Non, pour de vrai, ça a été mon gros coup de cœur. C'est juste... Oui. Ben, ça a été un coup de cœur, effectivement. Puis moi, où est-ce que j'ai un bémol, un peu, c'était sa participation au tournoi. C'est ce que je disais la semaine passée. C'est un tournoi pour déterminer un aspirant au championnat du monde. Mais au Japon, il était dans la division junior heavyweight. Fait que c'est vrai. il y a comme un contraste, mais quand tu dis je vois déjà 15 matchs potentiels à AEW avec ce gars-là, ben, je suis 100% d'accord avec toi. Là. Un combat avec Ricochet, un combat avec Speedball, ça, c'est juste des exemples très rapides, mais on pourrait faire la liste. Puis c'est sûr qu'il y aurait des combats de qualité en masse à faire avec lui à All Elite. Je vais aller pour mon troisième. C'est plus une mention que je vais faire pour celui-là. Dans le pre-show, on a eu le retour de Papa Q, d'Alias, qui est revenu pour le Max Caster Open Challenge. Puis honnêtement, j'ai trouvé ça magnifique, là, qu'on l'appelle justement The Pride of AEW. Je pense que c'est une belle mention. Anthony Bowens, qui a eu l'air d'un million bucks, comme les Anglais diraient, il a l'air d'une star qui est revenu. Puis honnêtement, j'ai hâte de voir où ça va aller. C'était le fun de voir les Open Challenge. Encore une fois, c'est le genre de truc qu'on savait que ça allait arriver. On s'en doutait que ça allait arriver. Puis c'est arrivé. Puis c'est encore plus payant quand ça arrive. T'sais, pas nécessairement beaucoup de build-up à ça, mais je pense que c'est le premier chapitre vers autre chose, une fois que l'équipe s'est défaite. Un peu dans la même lignée de ça, de choses qu'on sait qu'ils vont arriver, qu'on se doute pas que ça arrivera pas. On sait que ça va être bientôt, juste à savoir quand. Je l'ai mis comme coup de cœur, le Shatter Machine de la part de FTR. Je m'attendais pas à ce que ça vire en Shatter Machine à ce moment-là, mais je savais que qu'elle allait virer heel, c'est sûr et certain. Je m'attendais à ce qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que ce match-là avait pas de raison d'être sans ce petit happening-là. Mais honnêtement, l'exécution qu'ils ont eue, puis le pile driver sur Edge, là, de savoir qu'on joue avec l'ancienne blessure, qu'on réussit à mêler le vrai avec le faux, la petite ligne qu'on traverse tout le temps. Là. Je pense que ce match-là, la fin du match a vraiment été pile poil dessus. C'est mon gros coup de cœur pour ça, parce que j'avais peur pour Edge à ce moment-là. Ben, en fait, je déteste dire Cope, je veux dire Edge, mais c'est Copeland. J'aime pas ça, Copeland. Ça fonctionne aussi. Copeland. J'aime bien mieux ça. Pourquoi il a coupé son nom? En tout cas, ça lui appartient, là. Mais ouais. Mais la façon qu'ils ont fait le Shatter Machine, je suis d'accord avec toi, c'est juste avec ses caches. Ouais, ses caches qu'il tire un peu vers Dax qui le lève. En tout cas, ça, c'était bien fait, comme tu as dit. On s'attendait à ce que ça arrive. Comment ça allait être fait? Est-ce qu'il allait le faire au pay-per-view? Est-ce qu'il allait avoir un peu plus de... j'ai le mot qui se dit pas, la discordance là, entre Cash et Dax. Est-ce qu'elle allait se chamailler un petit peu? Mais ce qui était sûr dans ma tête, il n'y avait pas de split de FTR. C'est impensable de séparer ces deux gars-là. Ça fait un méchant contraste à ce qui se passait à WWE dans le temps, quand ils ont fait raser le dos un à l'autre. Là. À un moment donné, ces gars-là ne pouvaient pas continuer là-bas avec le contexte qu'il y avait. Je suis content qu'on s'en sert bien comme ça à l'AEW, par exemple, parce qu'évidemment, il y a tellement de talent que on peut souvent se perdre dans la foule, on peut se perdre dans tout ça, mais ces gars-là ont vraiment un beau futur, je pense, là, que ça en vient. Puis j'ai toujours dit, FTR, c'est des gars, je trouve, old school, mais modernes quand même, qui sont adaptés à la lutte d'aujourd'hui. Fait qu'ils ont une mentalité vraiment équipe. On est ensemble, on a un nom d'équipe, on a du gear ensemble, on a des prises en équipe. Pour moi, c'est vraiment ça l'essence même d'une équipe. Mais c'est pas juste des rest hold, des arm drag ou des affaires de même. Non, ils font des spots pour la télé d'aujourd'hui, pour les lutteurs d'aujourd'hui, pour les fans d'aujourd'hui. Fait que je trouve que c'est une équipe justement qui évolue bien. Puis, on se rappelle de leur temps à NXT. Ça a commencé, c'était correct, mais on dirait qu'avec les années, justement, ils ont perfectionné leur art. Puis, non, pour vrai, c'est une équipe que tu ne peux pas séparer. Ils sont
sont pognés ensemble ad vitam aeternam. C'est pas compliqué, là. Ah non, à tout jamais, ils vont être pris en équipe, ces gars-là. Puis je pense que c'est une bonne chose en soi parce qu'on a toujours eu des équipes comme ça. On peut penser, dans l'histoire de la lutte, il y a toujours eu des équipes éternelles comme ça, puis il en faut aussi, là. Legion of Doom, Demolition. Mais là, c'est sûr que je remonte à très loin, dans les années 80-90. Puis après, ben, c'est là que tu dis, il y a eu une tendance parce qu'il y a une équipe qui fonctionne bien, puis après ça, pouf, on les sépare. Puis j'ai pas vraiment de souvenir d'équipes que ça a bien été, les séparations. Tu sais, les grosses équipes comme ça, je pense les Hardys, oui. Tu sais, les Usos, un contre l'autre, ça a rien donné. Je pense que ça, des équipes éternelles ensemble, tu mets un contre l'autre, ils ont pas nécessairement la même chimie pour s'affronter que pour se couvrir chacun, puis se donner un coup de main, puis s'aider, puis avancer le match. Exact. Je vais continuer avec un coup de cœur de mon côté aussi. C'est un combat que, encore là, le combat pour le Owen Hart Cup Tournament du côté des hommes, Fletcher contre Briscoe. Je m'attendais à rien du tout aussi. 0 pin bar, puis ça a été un combat vraiment fou. Fletcher, dans un ring, il est capable d'enchaîner des prises sans problème. Briscoe, c'est un fou, avec un charisme indéniable. Fait que non, ça donnait un sacré match. Malheureusement, pas d'histoire parce que, comme j'ai dit tantôt, on est dans le tournoi, on est en première ronde. Tu peux pas vraiment avoir d'histoire à ce moment-là. Mais côté lutte, ça a livré, c'était divertissant. Ah, c'était super. Puis ce que je trouve intéressant, tu sais, oui, il n'y a pas d'histoire. On se demandait un peu pourquoi Mark Briscoe était là, mais en même temps, après ce match-là, je me dis, Mark Briscoe a peut-être sa place. Tu sais, il commence à s'attailler. Il lutte contre des gars comme Fletcher qui est capable de donner des combats incroyables. Ben, lui aussi est capable. Tu sais, on le sait qu'il est capable. C'est peut-être pas le premier choix à mettre d'avant, mais en même temps, il commence à gagner sur moi le côté humoristique aussi dans sa lutte, le côté charismatique, comme tu dis. Il est tordant, le gars, là. Je veux dire, je vois pas. Je pense que j'ai ri le plus, c'est dans ce match-là, dans la soirée. Puis c'est important aussi de rire un peu dans la lutte parce qu'il y a des excellents comedy wrestlers. Puis je pense que il s'inspire d'eux autres un peu aussi, puis il réussit à bien placer le tout. Ouais, je partage ce coup de cœur-là avec toi, même s'il n'est pas dans mon top 3. Là. On dirait que je donnerais une run avec le titre TNT. Ben oui, absolument. T'sais, à place de... Ben, on reviendra dans les coups dans la poche. Puis, moi, de mon côté, deux petites mentions dans les coups de cœur. Megan Bayne contre Toni Storm. J'ai vraiment aimé le combat. Ces deux lutteuses-là, moi, je suis vendu. Bon, le finish, un peu... pas tout à fait en accord. Là, Megan qui kick out à 1 de 3 épétacs puis un Storm Zero. J'ai trouvé ça exagéré un peu. Mais pour le reste du combat, moi, j'ai bien aimé. Et surtout la gimmick de Toni Storm. J'ai vu des choses sur cette gimmick-là. Ils ont sorti, avec un style un peu Rocky. Je trouvais ça intéressant. J'ai vu ça, il faut que je le confirme, par exemple. Il faut que j'ai re-regardé le combat. Il y a du monde qui parle qu'il y avait un hommage à Rocky contre Thunder Lips dans ce combat-là. Thunder Lips étant Hulk Hogan dans un des films Rocky, où il fait un genre de combat de boxe lutte. Faut que j'aille revoir s'il n'y a pas des spots qui ont été repris de ce combat-là. J'ai vu ça passer. Je me suis dit, il faut que je le vérifie parce que à l'époque, j'étais comme, ben voyons donc, pourquoi Hulk Hogan est dans un Rocky? Bon, je me suis toujours posé cette question-là, qu'est-ce qu'il faisait là? Mais si un petit hommage à ça, je trouve ça intéressant. Son entrée, là, je l'ai trouvé magnifique, là, de rentrer à la Rocky, au point même que je me suis demandé, est-ce qu'ils vont faire un peu comme Rocky, qu'elle se fait sacrer une volée, qu'elle perd son titre, puis que ça fonctionne pas, puis là, elle va chasser un peu après Megan Bayne. Le fait qu'elle perde, ça me dérange moins, parce qu'évidemment, Megan Bayne n'a pas eu beaucoup de build-up, pas eu grand-chose. Petit fait intéressant, je suis allé voir NSPW Invasion Saguenay le mois passé, puis Megan Bayne était là, justement. Elle était là, puis je suis allé jaser avec, puis on a super gentil, on a pris une photo avec la gang qu'on était là, un petit road trip de lutte pour aller voir ça, puis j'ai dit, carrément, quand je parlais avec, j'ai l'impression qu'on va te mettre un jetpack sur le dos, puis que tu vas monter assez vite au sommet de la division. Elle me dit, je l'espère aussi. Puis le petit sourire en coin que j'ai eu, qu'après ça, quand j'ai regardé le Dynamite le mercredi d'après, puis j'ai vu qu'elle attaque Toni Storm directement, je me suis dit, OK, je pense qu'elle savait où elle s'en allait déjà là, à ce moment-là. Mais non, je suis content de l'avoir allée parce que ça nous prend ça, une femme forte, athlétique, comme elle, qui est bâtie dans les combats à look. Elle a un costume, tout. La prestance est là, la force est là, puis
honnêtement, elle est dangereuse. C'est pas nécessairement dangereuse pour l'autre lutteuse, mais j'ai l'impression qu'elle est dangereuse comme superstar. Fait que je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qu'il faut garder. Oui. Puis d'après moi, le prochain combat, si elle se rebat contre Toni Storm, elle gagne la belt, c'est sûr. Là. Oui. Ou du moins, je me croise les doigts. Ben, moi aussi, je me croise les doigts. Pas que j'aime pas Toni Storm, mais au contraire, je l'ai dit que je l'adorais. Mais pour Megan, je trouve qu'elle est excellente. Elle va juste continuer de s'améliorer parce qu'elle est encore jeune, là, même pas 30 ans. Fait que, c'est ça. Tu lui mets un jetpack dans le dos avec une coupe de fusée, c'est sûr qu'elle, the sky is the limit. Puis, un dernier coup de cœur, c'est vraiment juste une petite observation. Moi, je trouvais que le stage, comme tel, au niveau de la prod, lookait bien. Oui. Le grand écran géant en haut, il n'y avait pas le décor, je trouve, qui est cheap de Dynamite. Dynamite, il y a tout le temps comme un espèce de cadre avec des ronds dedans. En tout cas, je l'aime vraiment pas. Puis, ben, au moins, ils l'ont pas mis sur le décor pour le pay-per-view, sur le stage. Fait que je trouvais que ça faisait du bien encore de voir un stage qui a de la gueule. Ouais, des cadrages animés autour des Titantron, des petits détails comme ça que j'aimais bien. Puis, mais je trouve que les cadres, ils ressemblent en plus à ceux de notre background où est-ce qu'on met nos MVP de la semaine. Ouais, j'avoue que ça me fait pas ça. Ils ont peut-être volé l'idée, d'après moi, c'est ça. D'après moi, ils nous écoutent, puis on le sait pas, malheureusement. Si vous nous écoutez, dites-nous-le à la place. Salut, Tony! C'est ça. Fait que, coup de cœur, moi, ça fait pas mal le tour. T'en as-tu d'autres? Coup de cœur, moi, non, je vais rester là-dessus, je pense, parce que, overall, j'ai bien aimé le pay-per-view. Je te dirais, c'est une note presque parfaite, sauf que c'est un petit peu comme le dernier pay-per-view, puis on reviendra dans les coups dans la poche, là, comme tu dis. Les coups dans la poche. Fait qu'on est rendu là, mais je te laisse aller, mon cher. Garde-toi. Mon coup dans la poche, ça va être le même. J'étais pas au dernier épisode, mais avoir été là, j'aurais dit la même chose. John Moxley en finale. Je comprends que c'est la ceinture. Je comprends. Mais au dernier pay-per-view, c'était la soirée de lutte la plus incroyable que j'ai vue. Le cage match était le match cage qui va me marquer comme étant un match cage. C'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre, c'est celui-là maintenant. Après ça, on finit avec John Moxley qui fait un combat qui fait... Je peux pas dire autre chose. Il fait pouette. On arrive encore une fois. Super bon pay-per-view. On a un triple threat. Omega, Ricochet, Mike Bailey qui vole le show, qui aurait pu être la finale. On arrive avec John Moxley pour son combat. Encore là, John, très bon lutteur. Cependant, je trouve pas que ça a levé beaucoup les Death Riders. Il manque l'histoire. Il manque quelque chose. Beaucoup de questions qu'on aurait pas avoir des petites réponses par-ci par-là, dans des Dynamite, dans des Collisions, qui auraient rendu ce main event-là encore plus payant. Juste de dire, hey, il y a quelqu'un d'autre qui tire les cordes derrière. Même pas besoin de le nommer. Juste d'avoir quelqu'un, un petit indice de ça. Mm-hmm. Super. D'avoir un appel téléphonique de John qui dit, Are you sure about that? C'est juste un petit quelque chose de même qui dit, hey, il va se passer de quoi, là? Il va se passer que tu dis absolument rien. Tu n'as aucun indice. Puis là, on arrive pour ce combat-là. Puis ça trouve être mon deuxième coup dans la poche. On finit un combat qui était quand même, tu sais, grosso modo, de la bonne lutte. Correct, un beau spot d'échelle, la table qui défonce. On finit ça avec les Young Bucks. Moi, j'ai eu le goût de huer ma télévision. Puis, pas parce que c'est les Young Bucks, sont excellents, mais je me disais, qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi le lien? Encore là, une fois, je me réfère à ce que Chris Van Vliet disait à son entrevue. Souvent, en lutte, on est impatient un peu. On va vouloir la réponse tout de suite. On n'est pas prêt à attendre le 15 secondes à 15 semaines que ça prend pour avoir une réponse à une storyline. Mais là, j'ai l'impression qu'il nous en manquait tellement, qu'on était tellement sur notre appétit, qu'on avait faim, qu'on en voulait, que ce reveal-là n'a pas été à la hauteur de ce qu'il aurait pu être. Colin, parce que tu tellement les bons mots. Tu reçois l'appel, comme je dis l'exemple d'un appel téléphonique de John Moxley. Are you sure about that? Es-tu sûr que tu vas aller là? Êtes-vous sûr que vous voulez faire ça? OK, c'est vous autres qui décidez. Ah! Tout d'un coup, les Bucks débarquent, puis ils font juste dire, hey, c'est ça, on avait raison. Là, le pay-per-view vient de passer de là à through the roof. Exactement. Ah non, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. C'est exactement les bons mots. La storyline des Death Riders, là,
est redondante. C'est parce qu'il n'y a rien de nouveau à chaque semaine. Puis on va pouvoir en parler tantôt dans l'enregistreur quand on va parler de Dynamite. Mais c'est ça qui se passe. Il y a rien de nouveau. C'est tout le temps le même message. Vous savez pas à quel point vous avez un roster. Vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, mais vous ne le faites pas. Fait que vous méritez pas la ceinture, vous méritez pas... C'est comme, OK, mais là, ça fait combien de temps? 3 mois, 4 mois que vous dites la même affaire? À un moment donné, je pense qu'il y avait la folle rumeur que c'était Shane McMahon qui était derrière tout ça. Finalement, quand on regarde les dirt sheets, ça sera pas ça parce que pour X raisons, Shane étant Shane et Tony étant Tony. Fait que, tu sais, c'est qu'est-ce que vous faites avec cette storyline-là? Même les Young Bucks, c'est quoi le lien entre les deux clans, les deux équipes? Je le sais pas. Fait que ça a fait pouet-pouet un peu comme fin de pay-per-view. Puis constat, la valise qui traîne la ceinture dedans, j'ai même l'impression qu'elle est même pas assez grosse pour la ceinture de la AEW, tellement que c'est une grosse ceinture. On se rendait compte de ça aussi, on disait, ça se peut-tu qu'elle est juste pas là? C'est-tu juste un bluff qu'on nous fait? Je catch pas. T'as une ceinture, monte-la. Elle est tellement belle, cette ceinture-là, en plus. Là. C'est une des plus belles, à part la Big Gold de WCW. Et puis la Winged Eagle, je pense que c'est parmi les plus belles. Là. Fait montre-la. Montrez-la, exactement. Tu sais, parce que là, ça fait 3, 4, 5 mois. Peut-être que la ceinture, on la voit même plus à la télé. Pas plus? Ben depuis que Moxley l'a gagné, en fait. Ouais, depuis qu'il a gagné contre Danielson. Fait que ça fait, je sais pas, je pense, j'ai peut-être lu 180 jours. 180 jours, c'est 6 mois. C'est 6 mois, ça. Et là là. Fait que ouais, non, un coup dans la poche qui est pas mal, je vais pas dire unanime, mais je pense qu'il est très polarisant, en tout cas. C'est soit que les gens ont aimé, soit que les gens ont détesté. Je connais pas grand monde là, qui sont vraiment au milieu. Mais bon, que voulez-vous, on a assisté à ça. D'autres coups dans la poche, Dave? Il reste le dernier, Chris Jericho. S'il vous plaît, là. Tu sais, la foule te le chante depuis 2 ans. Please retire. T'sais, à la limite, sois un mouthpiece, sois là pour parler, pour faire des promos, lutte un peu, mais hey, c'est parce que là, je veux pas être plate, là, mais c'est difficile. Ah, ben, je suis content au moins qu'on a mis la petite twist de on restart le match. Ça, j'ai fait, OK, il y a un petit quelque chose de le fun là, mais sans ça, ouh. Tu vois, toi, t'as aimé cette petite twist-là? Moi, je l'ai détesté. C'est comment dire? Tu me donnes le choix entre 2 pires, là. Oui. Mais c'est parce que, depuis quand que les arbitres vont renverser la décision à cause de la foule? À cause que la foule... Jamais. Puis là, OK, ça a bien beau être la famille. Ils ont pointé une arme, un bat de baseball qui était caché avec les escaliers. OK, le bat, il est là, mais y a-tu vraiment servi? Fait que tu vas juste te fier à l'opinion de 2 personnes qui sont dans la foule. Tu sais, des armes, là, il y en a plein en dessous du ring en tout temps. Il y en a sur le côté, il y a la cloche, il y a des chaises. On s'en sert pas. Ça ne veut pas dire qu'on s'en est servi dans le combat pour se donner un avantage. Fait que, à cause qu'il y avait le bâton de baseball qui était là, c'est sûr que tu t'en es servi, on recommence le combat. Mais non, voyons, c'est un non-sens. Là. Et habituellement, à l'AEW, les arbitres sont intelligents, entre parenthèses, au sens que, habituellement, ils ne se laissent pas berner. Ils sont un peu plus actifs que dans d'autres fédérations majeures. Là. Non, je suis d'accord avec toi, finalement. Je vais changer mon idée. Là. Le match, je peux pas... Non, je te le donne. Coup dans la poche aussi. Tantôt, on a parlé du championnat TNT, comme quoi que Mark Briscoe, ce serait le fun qu'il y ait une run avec ce championnat-là. Le combat entre Daniel Garcia et Adam Cole. Oui, il y avait une storyline, mais je m'en sacrais comme dans l'an 40. J'avais aucun intérêt. Puis, le combat, il y a plusieurs problèmes, je trouve, avec ce combat-là. Le déroulement du combat, on joue avec la blessure d'Adam Cole à la cheville, comme quoi que ça l'avait tenu à l'écart pendant X nombre de temps. Mais, gars, pourquoi tu fais autant de Panama Sunrise? On s'entend que tu atterris sur ta cheville à chaque fois quand tu fais ça. C'est aucunement crédible. Hein? Fait que, surtout qu'au début du combat, à un moment donné, à l'extérieur, t'as simulé une blessure comme quoi que tu avais mal. Fait que je comprends l'adrénaline, à un moment donné, ça fait qu'on a moins mal, mais là c'était poussé un peu trop. Fait que ça, c'était une chose. Puis la deuxième chose, encore sur les Panama Sunrise, les gars, ils étaient même pas capables de faire une rotation complète. Je m'en ai pas rendu compte.
celui qui portait la prise, il tombait quasiment sur le dos. T'sais, il tombait pas assis. Fait que j'étais là, voyons, ça lookait pas bien, je trouvais. En tout cas, ça, c'est un détail, mais tu sais, des fois, quand tu analyses un peu trop, c'est ça que ça donne. Fait que, des fois, j'aimerais ça retrouver comme mon innocence d'enfant, mais on dirait que je suis comme trop dedans à cette heure. Je suis un vieux grincheux. Écoute, fait que, j'osais pas le dire, hein, mais c'est vrai. Ou je l'assume totalement. Puis, l'autre affaire, c'est, il y avait une stipulation de no time limit. À quoi qu'elle servait, cette stipulation-là? Ben, c'est parce qu'il y avait eu un time-out par le passé entre ces deux-là. Oui. Mais à part ça, elle servait pas à grand-chose. Mais c'est parce que le time-out, ça a eu lieu dans un combat qui a duré 20 minutes à Collision. Là, ton combat au pay-per-view, il en dure 15. Tu sais, il me semble que si tu mets une stipulation no time limit, c'est parce que tu vas dépasser le temps de ton dernier combat. Fait qu'il y a comme un manque de logique dans ça, puis ça fait, ben, pourquoi avoir mis cette stipulation? À la limite, passant pas. Ben, c'est ça. T'sais, faites juste dire, OK, on fait un rematch. Ben, that's it. Pas de, sans parler qu'il n'y a pas de limite de temps ou quoi que ce soit. Comme ça, tu sais, si le combat avait dépassé les 20 minutes, les annonceurs auraient pu dire, oh là, regardez, à Collision, après 20 minutes, on avait mis un time limit draw. Là, on va... on est comme en temps supplémentaire là, par rapport à ce qui s'est passé au dernier combat. Fait que ça, j'ai comme... c'est poche un peu pour ça. Fait que au niveau des coups dans la poche, moi, ça ressemble pas mal à ça. Toi, est-ce que t'en as d'autres? Moi, honnêtement, ça ressemble à ça aussi. Je pense que le booking en joue beaucoup là, sur la qualité d'un pay-per-view au final. Puis, tous les autres combats, autant que j'ai eu des belles surprises, le fait qu'on finit avec ce segment-là avec les Bucks, j'en reviens pas encore. Là. J'en reparle encore une deuxième fois parce que... c'est marquant. Non, mais... Je sais pas, je suis peut-être pas dans le secret des dieux de la façon de fonctionner, mais t'envoies les gens à la maison sur une meilleure note, me semble, ou tu t'arranges pour que une de tes notes hautes soit là, surtout, on parle de WrestleMania qui s'en vient, qui va sûrement en avoir une des deux soirées, qui va en avoir un moment plus heel-ish qui va finir, l'autre va finir plus positif, probablement le deuxième soir, on verra bien, ou peut-être l'inverse, mais j'ai l'impression que j'aurais fini ça, moi, avec le Triple Threat, tu sais, oui, le championship match est là, mais est-ce que ce match-là est à ce point-là important pour devancer un autre match? Il y a plein d'autres matchs qui auraient pu prendre la finale à l'instar de ce match-là tout court. Là. Je pense que le match est important, mais c'est ça, c'est le pétard mouillé de la fin. S'il y avait eu un plus gros cliffhanger, ça aurait été... Tu sais, les gens seraient repartis fâchés à cause que c'est plus heelish, un peu comme tu as dit, mais c'est juste que là, c'était heelish version Wish. Fait que tu sais, c'était pas... Ça répondait pas aux attentes. Les gens, ils avaient faim, exactement comme tu as dit tantôt, je reprends tes mots. Les gens, ils avaient faim, ils voulaient savoir qu'est-ce qui allait se passer, puis là, c'était comme les Bucks. OK, cool, ils reviennent, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, mais on s'attendait à quelque chose de plus, là, malheureusement. Fait que, tu sais, c'est ça, on se souvient de... notre appréciation d'un pay-per-view, c'est souvent qu'est-ce qu'on voit à la fin. Qu'est-ce qu'on a vu à la fin, c'est un pétard mouillé. Fait que c'est sûr que ça influence un peu notre appréciation générale du gala. Fait que, mais somme toute, on a quand même passé une belle soirée. Oh oui, absolument. Quoique longue. C'est toujours ça, AEW. Hein. Tu te couches à minuit et demi. Surtout, nous autres, on a tendance de l'écouter qu'on peut faire pause. Fait qu'on prend des petites pauses pour XY raison. Tu finis le spectacle à 1h, 1h15, 1h30. Tu décales un peu, là. Fait que non, c'est quand même, somme toute, bien. Quoique ça me fait apprécier WWE avec leur gala de 4 matchs aussi, là. Ouais, mais ça, c'est un autre extrême. Fait que, hey, on a passé à travers de Dynasty. Là, ce que je te propose, c'est après le thème, on va aller plonger dans notre enregistreur. Oh yes! Woo! Fait que notre enregistreur, on va jaser de qu'est-ce qu'on a écouté pendant la semaine à part le pay-per-view, évidemment. On essaie d'y aller en ordre chronologique. Donc, je te parlerai de SmackDown vendredi dernier. As-tu des choses à dire, toi, sur ce là, je suis perdu dans le temps parce que j'étais en vacances pendant quelques jours. Est-ce que c'est vendredi passé que
le fameux segment avec Tiffy Time et Charlotte a eu lieu. Eh oui! OK, oui. Ben écoute, ça, là, il faut en parler parce que c'est la plus belle promo que Tiffany Stratton va faire de sa carrière, puis on ne la reverra plus jamais. Parce que ça a été... tu penses qu'on la reverra plus? Ben la non, mais on ne verra plus jamais la promo. OK. Oui. WWE ont déjà commencé le lendemain à l'effacer des réseaux sociaux. Mais j'ai quand même un doute à savoir, est-ce que c'est... Tu sais, on joue tout le temps sur la ligne du vrai puis du pas vrai. Puis là, on joue beaucoup sur cette ligne-là, et Tiffany a fait des entrevues cette semaine où elle revient là-dessus. Puis je me dis, si c'était vrai, est-ce qu'elle ferait des entrevues? Est-ce qu'elle en parlerait? Ou elle se fermerait à la gueule et elle dirait, regarde, c'est correct, là? Je veux pas plus de troubles que ça que je n'ai eu. Il y a plusieurs dirt sheets des gens qui mentionnent que oui, ils sont fait parler dans le casse les deux pour ce segment-là. Là. Que si c'est vrai, ils se sont fait parler dans le casse. Encore là, Tiffany, la petite nouvelle qui se défend, jeune championne qui arrive contre une légende. Charlotte, qui n'a pas nécessairement la cote, je pense, envers les fans présentement. Zéro. Je pense qu'elle vient de gagner dans le cœur de beaucoup. Là. Ben oui, mais pour moi, Charlotte, c'est pour ça que j'ai mis Tiffany comme MVP. J'ai aimé comment qu'elle a stand-up. Colin, c'est pas vrai que tu vas essayer de m'écraser devant tout le monde. Puis Charlotte, là, c'est ça ma note, elle faisait pitié. Ouais. Charlotte, là, devant la foule, quand elle essayait de parler, la foule qui la huait, elle avait son petit sourire fake, là, qu'elle essayait de montrer que, comme si ça la dérangeait pas, ou ben non, ben oui, c'est ça, continue de me huer, moi je sais que je suis là, puis en tout cas, mais on dirait qu'elle était pas capable, elle savait pas comment réagir face à ça. Puis elle était comme, OK, qu'est-ce que je dois faire? Il faut quand même que je continue d'essayer de faire mon segment, il faut que j'essaye de désaccrocher, comment accrocher la foule. Puis c'est peut-être là que justement elle a parti un petit sparkle, là, puis qu'elle est allée dans le off-script. Quand elle a essayé de se moquer de Tiffany, c'est là que je me suis rendu compte qu'elle était en chute libre. Ça fonctionnait plus pour elle. Là. Elle essayait de s'accrocher sur n'importe quoi pour réussir à faire quelque chose. Mm-hmm. Puis c'était ce moment-là que vraiment ça a parlé beaucoup. Là. C'était visible clairement que il y a de quoi qui va pas bien dans ta promo présentement. Exact. C'est à voir. T'sais. Moi, je suis pas nécessairement parmi ceux qui étaient nécessairement d'accord pour sa victoire au Rumble. Non. Je vois pas le but, je vois pas l'intérêt. Charlotte, oui, mais en même temps... Mais c'est parce qu'on en parlait la semaine passée avec Tifo, c'est que Charlotte, elle n'a pas évolué depuis bon nombre d'années. Oui, elle est athlétique dans un ring de lutte. C'est indéniable. Faut lui donner. Elle a quand même un certain charisme, mais à part ça, ça reste tout le temps la même personne, le même personnage. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Fait qu'à un moment donné, la hate qu'elle reçoit, ben, c'est pas parce que tu es une heel, c'est parce que les gens sont allés te voir. C'est un petit peu le même feeling que dans le temps avec Roman Reigns, quand on nous servait Roman de Big Dog, puis on nous le forçait, puis qu'on nous... à un moment donné, on avait l'impression qu'on nous le force. On l'enfonçait dans la gorge. On l'enfonçait dans la gorge. C'est comme ça, je voulais me lancer dedans, mais je sais pas. Je le feel pas, quoique ça va donner un super bon match. Ça va être excellent à l'écran. Mais c'est ça. T'sais, là, mon intérêt a monté un peu à cause de cette promo-là. Oui, malheureusement. Mais s'il n'y avait pas eu cette promo-là vendredi, malheureusement, je l'aurais écouté peut-être d'un œil, ce combat-là. Oh, oui. Fait que, en tout cas, Tiffany, bravo. You stand up for yourself. Puis, mais t'as vu, hein, elle a quitté le ring juste au bon moment aussi. Elle a fait son pipe bomb, si on peut dire ça comme ça. Là. Elle a drop the mic, elle a sorti tout de suite du ring. Elle interagissait un peu avec la foule. Et Charlotte, pendant que la musique de Tiffany jouait, c'est là qu'elle a essayé de parler que Kaiser slidait dans les DM de Charlotte. As-tu vu le meme cette semaine qui se promenait? L'homme qui était accusé de tromperie, qu'on n'a jamais cru. On n'a jamais cru cette histoire-là. Faut que je retrouve comment c'était dit, mais c'est The man accused of cheating who nobody believed it was true. Personne ne voit ça du tout. Là, je veux dire, Mais ouais, puis ça a l'air qu'il aurait bien reconnu cette joke-là, Kaiser, là, que quand tu lui as posé la question, il a fait comme « Hein? » Ouais, mais il a posté de quoi là, sur les réseaux sociaux par la suite. Puis en tout cas, pour vrai, là, Tiffany, elle a vraiment stand up for herself. Puis Charlotte, mais pour moi, elle faisait pitié. Malheureusement, là, pour une femme d'expérience comme elle a
elle a disjoncté complètement. Puis ce qui est Ben, plate, c'est que ça, c'est pas la première promo fois. de trop, là. Ouais, mais ce qui est plate, c'est que c'est pas la première fois. Tu sais, on a juste à se rappeler quand avec Becky Lynch, quand il était supposé avoir l'échange de ceinture. Non, elle est allée, là, je drop la ceinture à terre, ramasse-la si tu veux. C'est comme, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça donne? Elle donne pas l'impression d'être une team player. Parce que, veux pas, t'es dans un spectacle, il faut être deux pour danser. Puis, en tout cas, bref, Charlotte, elle baisse beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon estime, malheureusement. À suivre à WrestleMania, voir si le combat va peut-être nous faire oublier ça. J'ai l'impression que oui. Je pense aussi. Mais ce qui s'est passé aussi à SmackDown, on a eu les débuts de Rey Fénix, des débuts assez intéressants avec Nathan Fraser, qui était quand même un bon choix d'adversaire, rapide, athlétique, spectaculaire. Fait que ça, bien aimé. J'ai hâte de voir ça va être quoi sa première feud à M. Phoenix. Wow, ça va mener vers un Penta éventuellement. On se croise les doigts. Mais laissons-les séparer. Faire chacun leurs affaires de leur côté pour l'instant. Puis éventuellement, oui, OK, let's go, on ramène l'équipe. Mais pour l'instant, là, prenez le temps de shiner en simple un petit peu, ça va faire du bien. Un combat que j'ai trouvé correct, mais que tabarouette, les 4 gars ne connectent pas pantoute avec la foule. Motor City Machine Guns et DIY. Autant que ces gars-là ont fait de la magie. Tu sais, Motor City Machine Guns, on m'en parle comme si c'était les bons dieux de la lutte. Je les ai pas connus dans leurs belles années. OK, c'est pour ça. Les exemples que j'ai eus depuis qu'ils sont venus à WWE, malheureusement, tu sais, je vais prendre le temps d'aller voir ce qu'ils ont fait par le passé. Mais présentement, tu sais, ce que j'ai vu contre DIY, le match qu'ils ont eu déjà par le passé, ce match-là, il y a de quoi qui marche pas. C'est correct, mais c'est tout. Tu sais, Gargano et Ciampa ont fait de la magie à NXT, puis on dirait que cette magie-là se rend pas au main roster. C'est pas le même langage, ils parlent pas la même chose dans le ring, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais je pense que c'est pas la même foule non plus. Ben, il y a ça aussi. La foule NXT versus la foule WWE, que WWE, c'est plus monsieur, madame, tout le monde, vu qu'on est dans plus mainstream. NXT, c'est peut-être un petit peu plus niché. C'est là que tu as des fans plus de lutte, vraiment. Fait que j'ai l'impression que c'est là que ça accroche. Je suis sûr que tu amènes ce combat-là à NXT, tu vas avoir beaucoup plus de réactions à Raw ou un pay-per-view. Mais bon. Puis je vais finir SmackDown avec le segment final. B-Fab contre Naomi. Oh non! non, ça va être correct. On va parler de Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk. Où est-ce qu'on a finalement entendu Punk mentionner la faveur qu'il demandait à Paul Heyman? Une faveur qui est d'avoir Heyman qui l'accompagne lors de son entrée à WrestleMania. C'est moi ou c'est faible comme faveur? Ouais, c'est... Je m'attendais à plus que ça. Moi aussi. Puis, tu sais, c'est gaspillé, là, si c'est juste ça. Bon, évidemment, laissons la magie opérer, laissons-les, let them cook, comme on dirait. Oui. Je suis curieux de voir où ça s'en va. Mais là, je me pose la question, là. À qui est-ce que Paul Heyman profiterait plus présentement, en termes de superstar? Facile. C'est quoi ta réponse? Seth Rollins. Seth Rollins. Si Paul Heyman se vire du côté de Seth Rollins pour aider Seth, puis trahit les deux autres en même temps, ça, c'est un WrestleMania moment. Ben, 100%. Puis, on peut faire le segue avec Raw, parce que comment Raw s'est terminé cette semaine, encore avec une promo Seth Rollins et Paul Heyman. T'as Punk qui est arrivé pour défendre son bon ami. Et là, t'as Seth Rollins qui a feinté de faire le stomp sur Heyman pour finir en disant « Now you owe me a favor ». Oh. Fait que là, tu sais, tu me poses la question, je t'ai répondu, c'est une réponse facile. Je pense que là, on vient de donner un indice supplémentaire que WrestleMania va se terminer, en plus que c'est le main event, d'après moi, de la soirée 1. La soirée 1 va se terminer avec un Paul Heyman aux côtés de Seth Rollins. Ce serait glorieux. Je pense que c'est le genre de truc que Paul Heyman fait aussi. Oui. Regardons juste son historique. Paul Heyman a tendance à mettre des couteaux dans le dos assez profond à des gens.
Oui. Fait que Faut aussi mentionner du côté de SmackDown, Kevin Owens, son annonce. Ah, oui. Ça m'a vraiment surpris, là. Ah, Colin, ça, ouais, hey, Seigneur, ça c'est plate pour nous comme fans de lutte, mais c'est surtout plate pour lui, là, on s'entend. Une blessure au cou, une opération qu'on ne sait pas combien de temps qu'il va être sur les lignes de côté. Rate WrestleMania, rate son combat avec Randy Orton qui avait une bonne storyline quand même. Hein. Fait que, c'est venu me chercher, ça a comme fait, non, tu niaises, non, ça se peut pas, ok, c'est une swerve, là, tu vas attaquer C'est sûr Randy. que storyline, il y a un petit quelque chose. Ben non, il y a un petit côté en dedans de moi qui me dit, j'espère que c'est une storyline, j'espère que c'est du mind game de Kevin Owens, mais j'ai pas l'impression que ça s'en va vers là, honnêtement, puis s'il est blessé, je pense que somme toute, s'il y a une chirurgie, c'est peut-être une bonne chose pour sa qualité de vie aussi, là. Pensons à ça en premier. Oui, c'est surtout ça. Puis voir où ça s'en va. Je pense qu'on a réussi à quand même rendre le segment intéressant, un peu moins triste, en finissant ça avec un RKO sur Nick Aldis. Fait que là, tout le monde parle, tout le monde se pose la question, qui est-ce que Randy Orton va affronter? Est-ce que ça va être Nick Aldis? Hey, ça serait le fun. Ben là, tu sais, à suivre. J'imagine qu'ils vont avoir un plan pour ça. Mais ouais, ça me fait vraiment... je trouve ça vraiment triste pour Kevin parce que c'est un des bons lutteurs, c'est un des très généreux de son temps aussi, très généreux pour l'industrie de la lutte. Fait que, on lui souhaite un prompt rétablissement. Un prompt rétablissement, effectivement. Fait que, SmackDown, y avait-tu d'autres choses que j'ai oubliées? Non, à part Naomi et B-Fab, tout va bien. Ah, arrête de les ramener, eux autres. Raw maintenant. Raw, là, je vais commencer avec quelque chose, OK? Et là, c'est le fun que Tifo soit pas là cette semaine pour entendre ce que je vais dire. J'ai aimé la promo de Jey Uso. On sentait l'émotion. OK. Puis j'ai aimé Gunther. Gunther qui a pas dit un mot, mais tout dans ses expressions faciales, je trouve que ça parlait. Fait que j'ai aimé ce segment-là. Mais là, j'ai fini d'en parler parce que je veux pas que Tifo y revienne contre moi. Oublie pas, c'est enregistré, il va pouvoir le regarder. Je dis juste ça de même. Oui. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que ces genres de rivalité, je trouve ça dommage pour eux autres, par exemple, en un sens que c'est un combat de championnat, ils ne seront pas nécessairement main event, ils vont probablement ouvrir le show. C'est correct aussi. C'est important d'avoir un bon match comme ça. Gunther qui va sûrement donner un match de fou. Le build-up des dernières semaines, la claque que Gunther a mangé ou plutôt qu'il a donné. Aïe. Tout ce segment-là, le sang, le jeu de caméra là-dessus, j'ai hâte à ce combat-là. C'est un des combats que je suis le plus hype pour, que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que WrestleMania va nous donner. Puis encore un petit peu de temps vers WrestleMania, on arrive dans ce dernier bout-là, le dernier droit, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que ça peut être un peu plus spicy sur les côtés. Là. Ça risque d'être assez violent comme combat, je pense. Oh, il va avoir de la claque en masse. Hey. Jay, il va avoir mal. Y a-t-il d'autres choses dans Raw? Tu sais, j'ai beaucoup parlé, mais je te laisserai aller. Mettons, je parle Braun Breaker. La spear. Hey, c'est un missile de chasse qui est sorti de backstage, qui est arrivé, puis... Oh, il rentrait. Hey, honnêtement, là, tu sais, depuis des années, on se demande tout le temps, est-ce que c'est Edge, est-ce que c'est Rhino qui fait la meilleure spear, est-ce que c'est un tel, Non, c'est Braun Breaker maintenant. Quand il fait celui-là, par exemple. Ah, celui-là, c'est incroyable. Parce que, tu sais, je vais t'avouer que depuis le Royal Rumble, où est-ce qu'il a tué carrément ISHO Speed, tu sais, je trouve que ses spears sont rendus mous. Tu sais, on dirait qu'il ralentit, il saute un peu. Tu sais, on dirait qu'il n'y a pas autant d'impact dans les rings. Mais là, celui qui a fait à Carlito cette semaine... Pauvre Carlito! Aïe, ça rentrait. Il n'a jamais mangé de pomme de sa vie, là. C'est terminé. Là. En tout cas, il en a recraché une coupe. Ça, c'est sûr. Non, ça rentrait. Ça rentrait. Fait que ça crée un beau petit moment. Je vais dire une dernière chose par rapport à Raw, puis je te laisse la parole après, c'est autre chose. C'est la LWO. Qui est Cruz del Toro, Joaquin Wilde, on a Dragon Lee, Rey Mysterio. De un, enlevez-moi ce nom-là. Là. Je trouve que c'est un nom boiteux qui ramène à la fin des années 90 dans la WCW. Bref, ça n'a pas lieu d'être. Là. Je trouve que, en tout cas, on perd tout l'historique de ce nom-là. Mais,
Cruz del Toro puis Joaquin Wilde, mettez-les plus souvent à l'écran. Oui. Ce sont deux gars qui sont pas charismatiques, mais dans un ring, ils sont capables de performer, ils sont spectaculaires, ils sont capables de faire embarquer une foule. Tu sais, le gars qui fait 2-3 sauts sur le dos de ses adversaires et coéquipiers qui sautent à l'extérieur, il y avait de l'amplitude là, sur ce saut-là. C'était surprenant. C'était surprenant, c'était beau à voir. Fait que je suis comme, mettez-les à l'écran. Les deux gars savent lutter. Puis en plus, les Creed Brothers, El Grande Americano, Chad Gable. Non. OK. T'es comme El Grande Americano mérite son respect. Fait que, tu sais, c'est tous des bons lutteurs. Fait que quand t'es mets avec justement ces deux, je veux dire, luchadors, ben, même trois, là, on va inclure Dragon Lee là-dedans. Mais Colin, ils sont capables de faire de la magie dans un ring de lutte, là. Fait que mettez-les à l'écran, s'il vous plaît. Entièrement d'accord avec toi. Je pense que ça va juste être plus payant pour le futur. Puis c'est le genre de faction qui éventuellement n'aura plus besoin des Rey Mysterio, n'aura plus besoin de tu sais, moi je splitterais ça, je ferais des petites équipes avec, puis repartir une bonne division tag, je pense que ça fonctionnerait. Mais ouais, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Là. Ce serait très bien de les revoir à l'écran encore plus. Ouais. Pour Raw, as-tu d'autres choses à dire? Moi, ça fait le tour pour Raw pour cette semaine. Je sais qu'on a déjà annoncé pour Raw la semaine prochaine AJ Styles contre Karrion Kross. OK. Et Roman Reigns qui va être là aussi. J'ai vu ça passer. Là, fait que ça va quand même être... c'est pas rien quand même. 11e WrestleMania pour Roman Reigns. Là, ce serait le record de tous les temps. Là. Le 11e main event de main WrestleMania. Event, oui, c'est vrai. Oui. Main event. Oui, fait que non. Mais encore là, c'est un record que je veux dire qui est biaisé un peu, hein, parce que maintenant, WrestleMania est sur 2 soirs. Fait que c'est sûr que tes possibilités de faire des main events étaient plus grandes. Oui. Mais ça reste que c'est un main event pareil. Fait que ça, c'était Raw. NXT, tu disais que tu l'écoutes pas trop. Je l'ai pas vu. OK. Je vais juste faire un commentaire. Il y a une équipe qui a lutté cette semaine. Il s'appelle Swipe Right. OK. Fait que déjà, juste avec le nom, ça donne un peu le topo de qu'est-ce que ça peut être. Pour ceux qui sont sur les sites les applications de rencontres. C'est Brad Baylor puis Ricky Smokes. C'est deux gars qui sont sur le WWE ID. Qui ont participé à Evolve un peu. Tu sais, ça commence, là, Evolve, il y a 4-5 épisodes. Ils sont là. Ils ont affronté Fraxium. Tu sais, ça n'a pas été long, un combat de 5-6 minutes, je pense, mais j'ai accroché sur les deux gars. Tu sais, ils lookaient bien, ils sont jeunes, deux petits culs de 20-25 ans, fraîchiers, détestables, mais j'ai aimé ça. Tu sais, j'ai accroché, fait que je vais juste être curieux de les voir évoluer, ces petits baveux-là. Fait que c'est tout ce que j'ai à dire pour NXT. Et finalement, on pourrait parler de Dynamite si tu veux en parler. Il y a une couple d'affaires quand même qui se sont passées hier. Première chose, on a appris que Pac s'est blessé pendant son match. Il a mangé le turnbuckle assez durement. Blessure quand même assez majeure pour Pac là, contre Swerve hier. Sinon, écoute, on a une petite réponse à ce qu'on se disait. Là, par rapport à Jon Moxley, qu'est-ce qui s'est passé, les Bucks. Mais là, ce que je suis content quand même, c'est qu'on mêle Omega dans ça. On va mêler... tu sais, on commence à piécer les choses. Ce qui est intéressant aussi, je pense qu'on retourne vers l'histoire de les Bucks contre Tony Khan. Team Bucks contre Team AEW. J'ai pas l'impression qu'on a pu le vivre beaucoup à cause que, quand Kenny Omega est parti du décor, ça a comme tombé, cette histoire-là. Un peu. À voir qu'est-ce qui va se passer. Okada qui se pointe dans le ring, toute cette histoire-là, c'est intéressant. Prince Nana backstage avec Hangman, ça c'était assez fou aussi. Il y a plein de petites storylines qui sont en train de bouillonner présentement. J'aurais aimé ça avoir ça avant le pay-per-view. J'aurais aimé ça juste avoir ce Dynamite-là la semaine passée. Je pense qu'on aurait eu un meilleur show. Fort probablement. Je suis d'accord avec toi. J'ai pas d'autre chose à rajouter sur Dynamite. Mike Bailey dans un égout nu-pied. Oui. Je sais pas si tu l'as remarqué. Oh boy. Oui, c'est assez explosif comme match. Si on parlait, c'est un match pour 400 000 $. Écoute, Mais pourquoi? Pourquoi 400 000 $?
C'est pour monsieur, madame, tout le monde. En même temps, j'ai l'impression que c'est pour monsieur, madame, tout le monde qui flippe les postes, là, qui tombe là-dessus. Hey, un match pour 400 000 $. Les gens vont peut-être écouter, mais c'est un super bon match. Mention de la soirée, la triple claque. Oui. La table du coco. Je me demande aussi qu'est-ce qui se passe avec Hurt Syndicate. À savoir, c'est quoi l'histoire avec MJF? Pourquoi il veut embarquer? Ils ont de l'histoire. Je sais pas où ça s'en va. Hier, ils ont carrément fermé la porte, au sens que, regarde, on veut pas t'avoir. On veut pas. MVP veut quand même travailler pour l'avoir avec eux autres, puis utiliser la phrase de quand MJF a dit, j'ai l'impression qu'ils ne me connaissent pas. J'ai répondu non, ils savent très bien quitter, c'est ça le problème. Où ça va aller, quelle sorte de rivalité que ça va donner. Je trouve ça assez bien. Thunder Rosa contre Statlander, c'était un super de bon match. Tout ce que Chris Statlander fait comme match, c'est toujours divertissant, athlétique. J'ai bien aimé ça. Sinon, on a vu Adam Cole, Kyle Riley, Roderick Strong backstage, les trois ensemble. Plugger souvent le mot Undisputed. J'ai l'impression qu'ils veulent comme nous ramener dans Undisputed Era sans pouvoir le dire. J'aimerais ça beaucoup qu'ils achètent le copyright là-dessus. Là, ils ont changé leur nom. C'est rendu de Paradorn? Paradigm? En tout cas, Para quelque chose. Ça, moi non plus. On n'est pas rappelé beaucoup. Autre mention. Chris Jericho. Pour une fois, il y avait un segment intéressant. Okay. J'ai trouvé le pétage de coche un petit peu démesuré, mais en même temps, ça va avec le personnage. Learning Tree qui serait dissous. Il aurait accusé les deux autres de ne pas l'avoir aidé. Il est parti, il a pété une télévision. Il est arrivé backstage. On a juste vu un segment qui arrive backstage. Il a attaqué un rack de fruits avec un bat de baseball. Il est embarqué dans sa limousine, puis il est parti. Donc, il aurait quitté supposément la AEW avec ce segment-là. À voir qu'est-ce qui va se passer avec la suite des choses, mais je pense qu'il s'absente pour une petite secousse là, à cause qu'il part en tournée avec son band. Bon, mais écoute, ça va faire une petite pause de ça, je pense, parce que c'était facile de l'haïr au début, mais cette haine-là facile de t'occuper du temps de télévision après 2 semaines, là. C'est parce que là, c'est rendu de la haine, un peu comme Charlotte. C'est pas parce que t'es heel, c'est parce qu'on veut que tu décalisses. c'est pas bon, ça. Puis tu sais, je vais faire le commentaire comme... j'avais fait ça sur Facebook l'autre semaine en mentionnant que je prends l'exemple, le spot qu'il y avait avec Jon Moxley à Dynamite où il se ramasse avec les pics dans le dos, là. Ça, c'est le genre de segment, comme la majorité de ceux de Jericho, que j'aurais préféré voir 2 jeunes loups qui se battent dans le ring, qui font du chain wrestling pendant 10-15 minutes, un match super le fun, que de voir ça. Qu'est-ce que ça m'apporte comme fan de lutte de plus? Pas grand-chose. Qu'est-ce que ça apporte aux histoires? Pas grand-chose. Aussi bien montrer de la lutte rendu là. Écoute, je suis 100% d'accord avec toi. Écoute, c'est pas mal ça mon review de Dynamite. J'ai une petite dernière chose à mentionner. Oui. Death Riders, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta en équipe. Les deux tout seuls, ça serait meilleur qu'en faction. Ces 2 gars-là ont une chimie incroyable, ça fonctionne, ils ont l'air dangereux, puis ils ont du star power en masse pour affronter le reste. J'étais pas un fan de Claudio dans le temps. Cesaro à l'époque, là, je trippais pas tant. Maintenant, je commence à triper un peu plus. Le côté heel, un peu plus brutal. Contre Hook, Samoa Joe, c'était super bon comme match. Ça coulait bien. Honnêtement, eux autres, je les aime plus que la faction comme telle. Oui, je suis d'accord. Tu sais, Claudio, à chaque fois, je trouve qu'il est sous-estimé. Il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et là, le fait d'être en équipe avec Wheeler Yuta, c'est lui le powerhouse. Puis, il n'y a pas le physique d'un powerhouse classique, comme des powerhouse hubs, des Wardlow à la limite, Batista, si on remonte dans le temps. Mais il est grand, il est massif, il est très fort. Et tu as Wheeler Yuta qui est plus le poids léger, qu'il va être un peu plus spectaculaire. C'est lui qui va manger les volets, mais il est capable de se faire barouetter un peu par Claudio puis faire des manœuvres en équipe. Fait que je trouve que ça fait tout le temps des belles chimies. Puis Claudio, mais c'est ça. Il est efficace dans ce qu'il fait. Fait que ça, c'est Dynamite. Moi, là, mon enregistreur cette semaine, je veux juste dire une dernière affaire, c'est j'ai écouté WWE Rivals qui était sur A&E dimanche. Ouais, il y a des très bons épisodes. Puis là, celui que j'ai écouté, c'était HBK contre Razor Ramon. Fait que ça a été un épisode intéressant, pour vrai, là, où est-ce qu'on nous a expliqué la genèse
du premier ladder match qu'il y a eu à WrestleMania 10. Ça, c'était en 1994. Puis, ils nous ont expliqué, suite à ce combat-là, ils ont eu un seul combat, 1 contre 1, entre les deux. C'était en août 94. OK. Puis, le deuxième combat qu'ils ont eu, c'était un deuxième ladder match au SummerSlam 95. Fait que, tu sais, des combats 1 contre 1, ils n'en ont pas eu des tonnes. Ah, c'est fou. Fait que, ouais, mais en tout cas, fait que c'était vraiment intéressant. Puis, quelque chose que j'ai appris, c'est que dans le deuxième combat d'échelle à SummerSlam 95, il n'y avait pas le droit de se frapper avec l'échelle. Fait que, je le sais, ben, il n'avait pas le droit de se frapper. Il pouvait faire des manœuvres à partir de l'échelle. Il pouvait projeter, tu sais, faire un body slam sur l'échelle, par exemple, mais il ne pouvait pas la prendre dans ses mains puis l'amener en pleine poire. Tu sais, il ne pouvait pas faire ça. Fait que, pour une raison que j'ai pas trop compris dans l'épisode, là, c'était-tu une règle backstage? C'était-tu une règle dans le storyline? Parce que les deux, ils étaient face à SummerSlam. Fait que peut-être que c'était la raison. Mais il reste que ça avait donné un très bon combat aussi. Là. Est-ce que le deuxième a égalé le premier? J'ai pas souvenir de, mais quand tu regardes les critiques, les deux ont des 4.5 étoiles sur 5 en montant. Là. Fait que je pense qu'on sont de même calibre. Fait que, épisode intéressant où est-ce que on revient sur pardon, cette rivalité-là. Fait que c'est ce qui me fait notre enregistreur. Et là, on arrive à l'heure de l'épisode. Fait que je te propose un petit jeu avant qu'on conclue l'émission. Et je t'amène dans un top 5. Alright, fait qu'un top 5 à l'aveugle, je te nomme 5 items un par un. Chaque fois que tu m'en nommes un, tu le classes, puis évidemment, ben si tu peux pas remettre les autres items à la position que tu as déjà donnée. Fait que, on va avoir une thématique cette semaine, c'est des WrestleMania Moments. OK. Que tu les classes de 1 à 5. Fait que le premier WrestleMania Moment, il s'est passé à WrestleMania 24. I'm sorry, I love you. Quand HBK a donné un super kick à Ric Flair. C'est parce que là, c'est embêtant parce que c'est potentiellement un numéro 1. Oui. C'est ça l'affaire. Je vais aller avec un... Je vais mettre en 2 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment-là. Ouais. C'est bon. Le deuxième item qui est à WrestleMania 7, les retrouvailles entre Macho King, Randy Savage et Miss Elizabeth. J'ai pas connu cette époque-là, temps de la lutte. Ouais, c'est ça, c'est le bout là que j'étais un petit peu trop jeune à l'époque, je pense, pour le connaître. Moi aussi, remarque, là. Je vais le mettre en 5 juste parce que je vais me garder la place dans le roster. C'est bon. WrestleMania 22, le spear de Edge sur Mick Foley à travers une table en feu. Je l'ai écouté il n'y a pas plus tard que 2 semaines, ce combat-là au complet. Okay. C'était débile. J'avais tombé sur les commentaires de Edge qui dit « Hey, c'est cool ce segment-là, Mick Foley, tu sais, il a sa grosse veste, son petit jacket, il est correct. Oui. » Moi, je suis en bédaine. Puis en arrière de moi, il y a du feu et du bois. Je trouvais ça tellement drôle comme segment, mais je vais le mettre... on va le mettre 3e. OK. Le 4e moment que je te demande de classer, ça s'est déroulé à WrestleMania 20. Les célébrations d'Eddie Guerrero et Chris Benoit comme champion du monde. Avec les confettis. Je me rappelle de ça. Ça, je l'avais connu à l'époque parce que c'était un petit peu dans l'époque que j'écoutais beaucoup. C'est triste pour toute cette legacy-là, parce qu'évidemment, Benoit, on s'entend les horreurs connaît l'histoire. Je vais le mettre en 4e, juste parce que... Mais honnêtement, je me rappelle à l'époque, c'était big, là. C'était vraiment big. Ben oui. Puis parce qu'en plus, c'était pas deux gars avec le physique qu'on est habitué de voir comme champion. T'sais, Eddie Guerrero, une shape de crevette un peu, là. Puis Chris Benoit, il est petit, mais shapé, mais ça reste que c'était pas le physique d'un Batista, par exemple, ou d'autres lutteurs. C'était pas des 6 pieds 6. Je me rappelle les belles années de Eddie Guerrero contre JBL et compagnie, là. Oui. Ça me manque, ça. Fait que, je t'annonce, mon Dave, que ce que tu mets en numéro 1, ça s'est déroulé à WrestleMania 30. Tu vas être content. C'est la fin de la streak de l'Undertaker. Oui. Fait que, je pense que ça place là comme numéro 1. Ça a de la place comme numéro 1. Fait qu'à partir du moment que tu as mis HBK puis Ric Flair comme numéro 2, je me disais,
OK, il est correct. Il va mettre la streak comme numéro 1. Hey, fait qu'un beau petit top 5 quand même. Je pense que même si tu le savais, les 5 éléments, t'en aurais même pas changé un. Je pense que tu serais allé avec cet ordre-là. Ben oui, honnêtement, je pense que je serais resté pas mal dans ces eaux-là. Je pense que ça fait plus avec mes goûts aussi. Là. Fait que, non, j'ai été chanceux. Il n'y avait pas de piège. Il aurait pu en avoir un. Fait que, c'est ce qui m'a fait fin, oui, à notre épisode. Juste le temps de plugger. La semaine prochaine, Tifo va être de retour et c'est là qu'on va inaugurer le Temple des bonhommes avec notre première édition. Puis, hey, mais, tu sais, j'étais là. Fait que je vais te poser à brûle pour point. On a 5 catégories dans le Hall of Fame, puis je vais te les nommer. J'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi ton candidat qui te vient en tête là, que tu mettrais au Temple de la renommée? Au Temple des bonhommes. Temple des bonhommes. Donc, on a un lutteur en simple qui n'est plus actif. Je vais aller avec Triple H parce que c'était le mien là, quand j'étais jeune. Là. Triple H avec son marteau, avec Motorhead, tout ça. Oui, Motorhead, c'était ça bonne pouvait pas tomber mieux. Une lutteuse en simple. Lutteuse en simple. Retraitée, active? Oui, non, toujours retraitée. Toujours retraitée? Oui. Je vais aller avec Lita. Parce qu'à l'époque, je trouvais que c'était une qui se démarquait énormément. Fin Attitude Era, où autant que tu avais des choses qu'on veut plus entendre parler d'eux dans la lutte, tu avais elle et Trish Stratus qui lâchaient juste des matchs incroyables à chaque fois. Ouais, je vais aller avec ça. Une belle chimie entre les deux. Une équipe qui n'est plus active, évidemment, et que les deux sont retraités. Ça, c'est facile. Je vais aller pour Evolution. Evolution? Oh, ouais. Pour moi, là, j'en parlais avec des amis cette semaine. Pour moi, c'est plus gros que DX. C'est plus gros que NWO. Je dis pas que ça l'est, mais dans ma perception des choses, parce que j'ai grandi avec eux autres, de voir ces 4 gars-là dominer le roster au complet. Il y avait toutes les belts. C'était des menaces à une certaine époque. Autant que tu avais les Randy Orton, on connaît sa carrière. Batista, on connaît sa carrière. Ric Flair qui était là, bon, il était vieillissant un peu, mais il en avait encore pas mal à donner à début 2000. Triple H aussi. Je pense que ça va être mon équipe là, pour ce temple-là. D'accord. Un hommage posthume, donc un lutteur ou une lutteuse qui nous a quittés. Bray Wyatt. Oh, bon choix. Je ne vais pas donner d'autres noms pour l'instant. Là. Je pense que ça, c'est ce qui m'a fait le plus aimer la lutte dans les dernières années aussi. La passe Bray Wyatt, pré-pandémie, juste même ce qu'il a fait pendant la pandémie, c'est ce qui s'est fait de mieux pendant cette époque-là. Je pense les matchs préenregistrés, là, j'avais capoté ben raide là-dessus. Fait que, Bray Wyatt pour l'ensemble de l'œuvre. Bon choix. Puis la dernière catégorie, c'est un combat. Je te l'ai nommé tantôt. Cien Almas contre Johnny Gargano, Takeover Philadelphie. Je pense que c'est un chef-d'œuvre ce match-là. Puis même après en avoir vu d'autres par la suite, des matchs vraiment bons. C'est la première fois que je me tombais dans un match qui avait tellement... que je me rendais compte qu'il y avait un storytelling. Que je me rendais compte qu'on racontait quelque chose. Puis là, je me disais, bon ben, attends un peu, il se passe de quoi? Le match va finir bientôt. Tu sais, des spots que tu dis, bon, ça va finir. Des false finish, il y en a eu 3, 4, je pense même 5 dans ce match-là. Puis je me disais, ben, ça peut pas aller plus loin que ça. Ça peut pas aller plus loin. Puis je pense que c'est vraiment un des matchs qui m'a fait accrocher à la lutte moderne. Fait que oui, je vais aller avec celui-là pour juste les coups de genoux dans le coin à la fin du match. J'aime ça. Tous des bons choix. On va voir la semaine prochaine si Tifo ou moi avons les mêmes candidats que toi pour la première édition du Temple des bonhommes. Fait que la semaine prochaine, on va avoir un petit jury aussi, alors que Tifo et moi, on va faire nos plaidoiries pour que ce soit nos candidats qui entrent au temple. Fait que ça, c'est la semaine prochaine. Puis évidemment, on va avoir un beau petit preview de WrestleMania parce que WrestleMania, c'est la semaine prochaine. Fait qu'un gros week-end de lutte en perspective. On va faire nos prédictions sur qui gagne pour les 2 soirs. Puis toi, j'imagine mais que ça va être le gros party, comme tu as dit tantôt. Ça part du Hall of Fame jusqu'au dimanche. C'est pas tant un party, mais plus un bon happening. Là. C'est mon Super Bowl de l'année. Là. C'est le moment qu'on s'installe, qu'on regarde ça. Puis je pense qu'au final, c'est nous autres qui gagnent. Là. Ça risque d'être ça s'enligne pour être un bon WrestleMania. Des fois, tu regardes la carte, tu te dis, je suis pas ça. Cette année, là, 100% certain. Bon. Fait que, il reste plus juste à dire. Merci Dave pour ta présence. Merci à toi pour l'invitation. Je suis vraiment content. C'est sûr qu'on va avoir l'occasion de se reparler. J'espère dans un show, mais c'est sûr que la route elle commence à être longue un peu entre nous deux. Tout est possible. Tout est possible. Fait que, il me reste juste à vous dire, je suis
le bonhomme original Cy Young. Je suis avec un bonhomme invité, Dave de Giant Ferguson. On vous dit à la semaine prochaine pour un autre épisode des Bonhommes de lutte.